Bonjour à tous. Je m'appelle Franck Nazikian, je suis français, mais ça fait une vingtaine d'années que j'habite plus en France. En fait, lorsque j'étais étudiant comme vous, j'ai fait ma dernière année d'études au Mexique et ensuite je suis resté à voyager à travers le monde, d'abord en Amérique latine, notamment au Brésil, pour une boîte de cartes à puces qui s'appelle Gemalto aujourd'hui, qui s'appelait Gemplus à l'époque, où j'ai créé leur filiale, et ensuite en Californie pour créer le fonds de capital risque de cette société, Gemplus, à la fin des années 90. Et ensuite, je suis resté en Californie pour créer ma propre boîte, une boîte de software qui était une sorte de corporate search engine et que j'ai créé avec un autre Français, un ami à moi d'enfance. Et nous avons eu beaucoup de facilité au départ pour lever de l'argent parce qu'on n'avait aucun track record à part notre bonne volonté. Mais tout le monde voulait investir dans l'Internet. C'était à la fin des années 90, en 99 pour être exact. Et donc on a levé très rapidement quasiment un peu plus d'1 million de dollars. Ensuite, on ne savait pas très bien quoi faire avec cet argent. Donc on a eu pas mal d'atermoiements sur les business models et ensuite, on a brûlé tout cet argent. Et là, la bulle Internet avait déjà explosé et nos cartes de crédit explosaient aussi totalement. Et là, on s'est dit que ça allait être difficile. Alors, on a recadré notre business model, on s'est adapté à ce que cherchaient les capital risqueurs à l'époque, et finalement on a relevé un peu d'argent et on est reparti. Et la société, on l'a revendue en 2005 à Oracle. Donc ça a été une belle aventure, parfois terrible, et avec finalement une fin heureuse. À la suite de ça, mon partenaire et ami est resté à Mountain View, en Californie du Nord, pour créer une autre boîte qui s'appelle Lending Club, qui fait du peer-to-peer lending. Et moi, je suis parti en Chine pour créer une autre boîte qui s'appelle Chain City, qui est une tech conférence qui a lieu une fois par an à Pékin et qui est aujourd'hui la plus grosse tech conférence en Asie, avec à peu près un peu plus de 2 millions de personnes qui nous suivent en live tous les ans. Au sein de cette conférence, depuis 2011, on a créé un événement qui était petit au départ et qui a pris beaucoup plus d'ampleur, qui s'appelle Developner et qui est destiné à mettre en évidence de jeunes talents d'entrepreneurs développeurs, des futurs Kevin Systrom ou Evan Spiegel, modestement. Et donc, comment ? Ces personnes ? Kevin Systrom, vous ne savez pas qui c'est ? Non, c'est vrai ? Non, c'est une blague ou pas ? Non. Ah bon. Kevin Systrom, c'est la personne qui a créé Instagram au cours d'un hackathon. Et Evan Spiegel, c'est la personne qui a créé Snapchat, aussi au cours d'un hackathon. Donc, mais vous, excusez-moi, je pensais que c'était... Et donc voilà, alors depuis 2011, en Asie, on organise cet événement Developner qui met, à travers un hackathon, une pitch competition qui met en évidence des futurs talents, des futurs talents d'entrepreneurs développeurs. C'est pour ça qu'on a appelé cet événement Developner. Et on organise le premier Developner en Europe, là, mi-mars, le 15, 16 et le 17 mars, avec les développements 15 et 16 à Télécom Paris-Tech et la remise des prix au château de l'ambassadeur du UK dans Paris Intramuros le 17 avec Fleur Pellerin, le patron de BT, Sir Rake, le patron de Universal Music, Pascal Nègre, France, et d'autres personnes, dont Gilles Babinet qui arrive ensuite après. Voilà, alors ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est the WWH of Tech Entrepreneurship, Internet Entrepreneurship. Donc, the what, why and how of tech entrepreneurship. Je vais aller assez rapidement sur différents concepts. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas très claires. Il y a beaucoup de personnes dans la salle qui souhaitent être entrepreneurs ou créer une boîte à un moment donné. Donc, okay, vous êtes tous des développeurs alors.
La plupart, ok. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez développer une boîte? Rendre service et gagner de rendre service et gagner de l'argent? Ok. Quoi? La liberté? Ouais, la liberté. En tout cas, l'illusion de liberté, au moins. Quoi d'autre? La création? La création de quoi? De valeur? D'accord. L'innovation? Ok. Et vous avez le sentiment que ça, dans un cadre plus corporate, c'est plus difficile de s'exprimer sur ces éléments? Pardon? D'accord. Donc c'est plus aussi effectivement pour récupérer les fruits de sa créativité. Et vous souhaitez créer votre boîte juste au sortir de l'école ou même pendant l'école? Oui, pour la plupart? Ou éventuellement après une première expérience. Ok. Bon, écoutez, j'ai posé la même question il y a 1 an et demi à Eduardo Savarine, qui est donc le cofondateur de Facebook, qui était, si vous avez vu The Social Network, qui était donc la personne qui a eu quelques problèmes avec Mark Zuckerberg. Et donc je vais poser entre autres la même question et je pense que c'est intéressant de voir ce qu'il en dit. Et ensuite, on rentrera plus dans les détails sur les process de création de valeur dans l'Internet business et comment on évalue une idée, comment on évalue la qualité d'une idée de business pour l'Internet business. My next guest is actually the co-founder of a tiny company a few years ago and pretty big company now called Facebook, and he was the first investor also in Facebook. So this interview is very interesting, obviously, especially for those of you who can understand Portuguese, because we're going to do that everything in Portuguese. Is it okay? Sure, right? Okay, fantastic. So please give a warm welcome to Eduardo Savarine. Eduardo, tudo bem? Tudo está muito bem. Ah, que bom, Obrigado. que bom, que bom. Tenho muito prazer de convidar você hoje, Chennai City. Nós temos uma audiência muito importante na China, mas também no Brasil, através da internet, porque a conferência está na internet. Então, vamos falar um pouquinho português? Obviamente, muito obrigado por ter aqui em Beijing. Estou muito feliz de conhecer todos vocês e espero com ansiosidade a nossa entrevista aqui. Você não tem nenhum problema de entender o meu sotaque francês? Não, nem um pouquinho. Você fala perfeito português. Muito obrigado. Bom. Okay. We're going to switch to English. No problem. So, Eduardo, I'm really delighted to have you on board this year. It's really an honor. It's a big pleasure to have you here, especially because I thought that over the past weekend you had been probably celebrating like crazy, right? Well, it's been an exciting week and few weeks and actually a few years really. So, of course, there's a celebration with the IPO, but it's really just a step in the process. So, as a practical matter, nothing really has changed. The company just keeps going forward in my life as well. So. Okay, that's great. When you took the decision to basically get involved in this fantastic project, did you realize that you were onto something that could potentially become humongous? You could never imagine this. Really meaning at the time we were college students and we were just building a product for ourselves. It really was, we wanted to develop a system where we could have a better college experience. We wanted to be able to find students in our classes. We wanted to be able to network for jobs later. We wanted to do the typical things college students do.
So never would have imagined that a product built for ourselves, for our own personal use, would have become one ubiquitous, right? Through time now, all demographics, all ages, all languages, all countries, religions, everyone is using it. And that's humbling. That's never to have been expected. For it to have been such a great financial success, taking my life savings, putting to this company, and now being as large as it is, never would have expected. But really the most phenomenal thing that I would say none of us could have imagined is the real impact that it's giving to the world, right? Because we've been one of the pioneers in bringing people and technology for people to become from passive to active on the web and in technology, for being from anonymous to identified. We've really, on top of that, really helped create voice, democratizing voice, and you've seen that in how it's helped in political, charity, natural disasters like the recent Japanese tsunami, and innovation like yourselves here. These types of platforms have helped lower the capital requirements, increase the ability to distribute in a very fast way. So, responding really quickly, never would have expected to have this across the board impact. Actually, very few people know that before Facebook, you had been a pretty successful entrepreneur yourself, able to make quite a significant amount of money for a student at the time. I mean, it was over $300,000, if I'm not mistaken, something like that, right? I'm not really sure where that comes from necessarily. What I was really pre-Facebook, I was really into chess, meteorology, science, but I was at the time president of the Harvard Investment Society, but I'm not really sure where that number comes from. Okay. But at least you had the funding that Mark didn't have at the time, and you could claim to be the very first investor with your own money in Facebook. But if there were not this very first investment, there might have never been any Facebook. Well, meaning, of course, as you all know as well, because I'm sure a lot of you in the audience are putting your companies, of course you need capital to some degree. In this case, it was my life savings that were put together that my family and friends through times had given me, my birthday parties and other events in life. I just took everything that I had and put into this company. It's about passion. I'm sure all of you here putting your companies together would do the same thing if you really believe in your idea. So right now, you're investing in plenty of companies. What are your criteria when you consider an investment in a company? So the first thing to me is really about the idea that it's a game changer. So I'm really passionate, right? Meaning Facebook has created this, and other social platforms, an identity system on the web. And that really can be used today to basically, top down, disrupt a lot of verticals, a lot of industries. So the first thing is that it's a big idea. But the second and most important is a team, and it's about passion. I'm not investing today, I don't have outside investors, limited partners. It's my own money. And really for sort of my life, I want to be working with people that are truly passionate about what they're doing, and the idea and what they're going for is huge and is transformative and will create a real impact on the world. So big picture, that's what I look for. How many companies have you been invested in so far? I don't know if I know the exact number, but I've done plenty of them, and they focus from seed stage investment to sort of Series A, where they're between $2 to $5 million Series A, and I've done growth stage. But really, sort of my focus today is more on that Series A and seed type round. So how many game changer companies in your mind? I mean, how many new next Facebook do you have in your portfolio? I don't know if you can share this information with us. We're probably pretty interested in knowing that. I hope every single one of them will be a game changer. But there's a lot of companies that I invested in that I'm very, very passionate and very excited about. I'll give you some examples. One of them is Jumio, which is actually trying to transform the payment space. The idea here is, which I think is quite critical, is we're going across a lot of platforms today. It's not just about the PC, it's about the mobile phone. And being able to transact is quite critical for the monetization of mobile and all these other types of ideas coming out. So Jumio is basically taking any cell phone worldwide and turning it into a credit card swiper.
And it does this without any hardware. You'd see companies like Square, you actually have a dongle that you have to put. They're just doing this with the camera as is. But they're also going further into identification of IDs as well. But big picture, the reason this company is exciting is the growth that it's gone through is just phenomenal. It's actually grown a lot faster than I've seen Facebook in the beginning from a fundamental perspective. I think it's been announced. I invested in the company pre-product. And today it launched at this point, about 9 months ago. It's already announced that it's about 100 million revenue run rate, highly profitable. It brought in cash from Andreessen at about $25 million worth of it, Citibank recently. So it's been a very high scaling company. So from a company perspective as well, it's been very exciting. So as you know, we're both citizens of the world. So besides the US, which are the most interesting marketplaces right now for you to invest? There's probably Brazil, I would guess, maybe China also. Yeah, so I'm really excited about pan-global investments. I'm not really looking at country-specific type ideas to just internationalize something to the particular country. I'm looking at things that are overall disruptive globally. So right now I'm actually living out here in Asia. I moved to Singapore about 3 years ago. And one of the reasons is I find this market quite exciting. And I'm here learning about the market. Didn't come here with sort of some preconceived notion that I would know what was going on here, just learning and starting to invest in the region. So one of the markets of interest clearly is Asia. If you look at the growth of the internet and mobile phone, it's huge in terms of the market share. Brazil and other emerging economies are of extreme interest as well. So if I am an entrepreneur and I'm looking for money and I'm looking for having Eduardo Saverin on board, what should I do? It's all about being passionate. So for me, today I don't have a formal vehicle yet to invest. I'm just investing personally. Later there might be announcements, but nothing to say today. But to reach out to me and things that I look for are companies that are transformative. You have to be very passionate and really be hitting a huge market, as I was saying before. So it's all about that. I don't know how to describe it. Okay, Eduardo, if you have an announcement, you should definitely do it. You know, Chinese City is a great place to do that. We have over 2 million people watching us live online, so feel free. Thank you for having me here. All right, thank you so much. Ok. Donc l'idée ici, c'était de vous montrer, en termes d'introduction, ce type-là, quand il a créé Facebook, en fait, il avait probablement votre âge et il était également étudiant. Et donc, effectivement, c'est possible et dans des proportions assez incroyables, même si la route peut être semée d'embûches. Ça a été également son cas. Je vais passer directement au cœur du sujet en vous présentant les différents types de start-up, en classifiant en fait les différents types de start-up en fonction de différentes dimensions. Alors, on peut analyser les start-up en 4 dimensions. D'abord, le niveau de risque, le temps qu'il faut pour récupérer, pour sortir de l'investissement. C'est-à-dire que que ce soit un investissement en nature ou un investissement en argent, si vous investissez votre temps, votre argent, à partir de combien de temps vous pouvez espérer récupérer cet argent et ces efforts. La 3e dimension, c'est le retour sur cet investissement. Et la 4e dimension, c'est le support. Le support, c'est-à-dire en gros, quel est le niveau d'investissement personnel et en argent que vous avez besoin de fournir pour, à un moment donné, que cet investissement, que cette société soit un succès. Donc, avec ce type d'approche, on distingue 3 types d'investissements. Le premier, c'est
early stage. Donc là, c'est une société généralement qui vient d'être créée. On est généralement à un peu plus de 54 mois pour commencer à voir les fruits de ces efforts. Le type de support est très important. On est là. Et si cette société ne meurt pas, le type de retour sur investissement, donc de gain potentiel, est aussi très important. Donc là, c'est typiquement ce niveau early stage, c'est une société qui vient de naître, c'est un projet qui vient de naître, où là, vous avez généralement pas de produit, pas de vraie équipe et pas de vrais revenus. Ça peut être un projet qui naît au cours d'un hackathon, par exemple. Deuxième type d'investissement, medium stage. Donc là, c'est à peu près 36 mois d'une sortie potentielle. Retour sur investissement est évidemment moindre, mais le niveau de support et le niveau de risque est bien moindre également qu'au niveau de l'early stage. Donc là, typiquement, c'est une société qui commence à avoir une certaine dynamique, qui a un produit, qui a une équipe, et qui peut même avoir quelques revenus plutôt significatifs. Le troisième type d'investissement, c'est ce qu'on appelle des late stage, des sociétés late stage. Donc là, on est très clairement à moins d'1 an et demi d'une sortie, que ce soit à travers une acquisition, la possibilité de vendre une part significative des actions à un gros investisseur corporate, ou la sortie sur le marché public à travers une IPO. Donc là, on est vraiment dans une phase de décollage. Il y a un produit, il y a une équipe, et généralement, la société gagne déjà de l'argent. Voilà. Alors, effectivement, si on investit ou si on rejoint une start-up qui est à ce niveau-là, le retour sur investissement est moindre, mais le niveau de risque est bien moindre également. Et le temps pour commencer à récupérer de l'argent est bien moindre. Donc, idéalement, c'est bien de se trouver dans le early stage, mais là, il y a quand même il y a un niveau de risque qui est très élevé. Voilà. Alors, okay, retour sur investissement, c'est vous investissez, que ce soit votre temps ou votre argent, et qu'est-ce que vous espérez récupérer de ça? C'est le retour sur votre investissement. Qu'est-ce qui revient dans votre poche? Vous investissez typiquement, il faut considérer que ce soit en tant qu'investisseur en capital risque, ou que ce soit même pour vous pour manager votre carrière, rejoindre une start-up ou créer votre start-up, il y a certains risques. Enfin, moi, je me rappelle une campagne publicitaire pour GE aux États-Unis il y a une quinzaine d'années qui disait parfois le plus gros risque, c'est de ne pas en prendre un. Enfin bon, donc il y a des risques qui sont en théorie impliqués là-dedans. Et bon, une des mesures de succès, c'est ce qui va revenir vers vous. Voilà, donc c'est ça, le retour sur investissement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est clair pour vous tout ça? Ok. Donc, alors là, on va parler d'une méthode en fait que j'ai développée il y a un peu plus de 15 ans, qui s'appelle la Qualitative Economic Value, et qui permet d'évaluer, en fait, qui permet de rationaliser l'intuition, qui permet d'évaluer à travers différents critères, d'un point de vue qualitatif, la qualité d'une idée, d'une société ou d'une idée Internet. Pourquoi d'un point de vue qualitatif? Parce que la plupart du temps, quand un projet naît au niveau PowerPoint, ou à travers un hackathon, ou même quand un projet est déjà un peu plus évolué, vous n'avez pas forcément d'éléments quantitatifs. C'est-à-dire que vous avez parfois des éléments quantitatifs qui sont le niveau d'argent qui a été investi, beaucoup de capital risque, mais au bout du compte, à part le nombre d'utilisateurs, on ne voit pas très bien comment on va gagner de l'argent avec tout ça. Donc, pour savoir en tant qu'investisseur, alors quand je dis en tant qu'investisseur, c'est en tant qu'investisseur de votre temps ou de votre argent. Si ça vaut le coup, on a élaboré une méthode qui s'appelle Qualitative Economic Value, qui permet de noter différents critères pour
en fait évaluer la qualité de cette opportunité d'investissement et aussi comparer différentes opportunités d'investissement ou différentes opportunités de start-up que vous pourriez rejoindre. Alors, il y a 3 grands éléments: les assets intangibles de la société, le business model et le timing. Donc, les assets intangibles de la société, ben, c'est tous les assets du projet qui sont par définition immatériels et qui n'apparaissent pas, en tout cas dans un bilan typique. Pour chacun de ces critères, on les pondère avec, vous voyez, au total, on termine avec une note sur 100 points et chacun des critères sont pondérés soit sur 10 points, soit sur 5 points, en fonction de l'importance qu'on y attache. Alors, cette méthode, quand on l'a créée, à l'époque, il y a eBay et Amazon qui nous avaient demandé, qui existaient déjà bien entendu et qui étaient très développés, qui nous ont demandé de travailler avec leurs équipes pour en fait pour développer un QEV sur Amazon et un QEV sur une Qualitative Economic Value sur eBay. Alors de mémoire, je crois qu'on avait terminé avec 82 points sur 100 pour Amazon et 86 points pour eBay. Et les 2 sociétés à l'époque ne gagnaient pas encore. Non, eBay gagnait déjà de l'argent, mais Amazon ne gagnait pas encore de l'argent. Avait un gros volume de facturation, mais ne gagnait pas beaucoup d'argent. Alors, les différents éléments ici qu'on prend en compte. Donc, en ce qui concerne les assets intangibles, le premier élément qu'on prend en compte, c'est la vision et la mission de la société. Si vous préférez, beaucoup de gens aujourd'hui s'interrogent sur la valorisation de Snapchat. En disant bon, le marché des photos ne justifie pas une telle valorisation. Mais en fait, la vision de Snapchat, c'est d'essayer de contrôler l'information personnelle et de reprendre le pas sur son anonymat. Donc là, le marché, il concerne absolument tout le monde. Et il concerne les photos, mais il concerne à peu près tous les biens immatériels qu'on peut échanger sur Internet. C'est comme ça qu'on peut justifier très largement une valorisation comme celle de Snapchat. Donc la vision et la mission de la société à la base est extrêmement importante. Vous voyez, lorsque par exemple, je reprends l'exemple d'Amazon parce que là on a plus de recul. Lorsque Amazon, par exemple, s'est créé, ils vendaient uniquement des bouquins sur Internet. Et la plupart des investisseurs n'étaient pas capables de justifier une valorisation aussi élevée par rapport au marché du bouquin. On disait, mais le marché, même si Amazon avait 100% de la vente des bouquins dans le monde, online et offline, ça ne pourrait pas justifier une telle valorisation. Sauf que la vision de marché de Jeff Bezos à l'époque était de faire en sorte de contrôler l'ensemble des échanges commerciaux de l'ensemble des produits dans le monde entier. C'était ça sa vision. Et que la plupart des investisseurs, en tout cas au départ, de capital risqueurs, ont manqué. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas investi. Donc c'est des critères qui sont intangibles, mais qui sont extrêmement importants à prendre en compte. Lorsque vous évaluez une idée de business, ou lorsque vous investissez ou votre temps, ou vous rejoignez une start-up, ou à un certain moment donné, votre argent. Le deuxième critère, c'est la cohésion de l'équipe de management et sa complémentarité. Et ça, c'est très important. Souvent, lorsqu'on commence sa première société, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, c'est ce que moi j'ai fait aussi. On a parfois des difficultés à commencer tout seul et on commence avec un ami et sans forcément, en basant tout ça sur les critères de l'amitié, sans forcément évaluer de façon précise la complémentarité des profils. Et ça peut poser de très graves problèmes et ça peut parfois assez mal se passer. Enfin, parfois. Non, plutôt dans 95% des cas. Non, alors on a un barème plus détaillé. Alors la question c'est de savoir si on met les notes au pif. Non, je comprends, mais c'est une très bonne question. Alors il y a un barème, mais évidemment l'évaluation est forcément subjective.
C'est-à-dire que cette méthode, c'est pas une panacée. Si c'était une panacée, bah, ce serait fantastique. Ce serait mieux que l'euro million. Non, donc ça permet, c'est ce que je disais au départ, ça permet de rationaliser l'intuition. Encore faut-il avoir une bonne intuition. Voilà. Ça permet de se poser, en tout cas, de se poser déjà les bonnes questions. Après, la façon dont on y répond, elle est forcément subjective. Et donc, effectivement, deux personnes différentes ou deux groupes différents peuvent apporter des réponses assez contradictoires sur la même société, et surtout sur un projet qui n'existe quasiment pas, qui est au niveau PowerPoint ou qui a de très faibles revenus. Donc, forcément, oui, c'est subjectif. Mais c'est un point important. Non, ça dépend, parce que nous, on a licencié cette... alors, la question est de il y a combien de personnes qui donnent des notes. Ça dépend comment on veut utiliser cette méthode. Lorsqu'on a travaillé, par exemple, sur Amazon ou sur eBay, on faisait ça à la fois avec des personnes de ma société à l'époque et également des gens en collaboration, des gens des sociétés concernées. Alors, à quoi ça sert de licencier des méthodes? Alors, ce qu'on a licencié, on ne peut pas forcément licencier les questions, mais on peut licencier la méthode et le nom de la méthode, Qualitative Economic Value. Ben, non. Il faut... Ah, si vous pouvez l'utiliser? Oui, oui, bien sûr. À partir du moment où il n'y a pas de but lucratif et que c'est pour votre intérêt, bien sûr, c'est la raison pour laquelle je vous la présente. Voyez. Maintenant, si vous créez un cabinet d'audit qui repose, comme ça s'est passé par le passé, qui repose sur l'utilisation de cette méthode, que vous facturez sur la base de cette méthode, bon, c'est normal qu'il y ait des contreparties. Ok, je continue. Alors, le troisième critère, c'est la capacité à effectuer des partenariats. Pour n'importe quelle société Internet en particulier, c'est important lorsque vous créez votre idée, développez votre concept, c'est est-ce que ma société peut être interprétée comme une pièce de puzzle avec un paquet d'angles qui pourrait correspondre à pas mal de personnes. Parce que ça vous permet en gros de développer vos opérations d'une façon colossale, très rapidement, avec très peu de moyens et très peu de personnel chez vous. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Quatrième critère, c'est est-ce que le produit qui est fourni par cette société propose une expérience d'affaires au sens large meilleure, évidemment. Et dernier critère, c'est les barrières à l'entrée. Alors, on peut très bien avoir une superbe mission, avoir une management team très complémentaire, une grosse capacité à faire des partenariats, etc. Mais s'il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, c'est un vrai problème. Si n'importe qui peut, le lendemain, copier votre idée, modifier deux, trois trucs et récupérer vos clients, c'est un vrai problème. Voilà. Donc ça, c'est pour les assets intangibles. En ce qui concerne le business model, donc le business model, là, ce qu'on évalue, c'est comment la société fait de l'argent. Et là, à travers les différents critères qu'on propose, ces trois critères, l'idée, c'est basiquement de voir comment, à l'instant T, donc au départ, à la création de la société, comment celle-ci génère ses revenus, et plus important, comment celle-ci, à T plus 10 mois, T plus 20 mois, T plus 30 mois, générera ses revenus. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ici, il est important de comprendre quelle est la marge opérationnelle au départ, donc combien d'argent on peut gagner en fait, quelle est la marge brute, combien d'argent on peut gagner sur ce business au départ, mais ensuite d'évaluer comment cette marge opérationnelle, comment cette marge brute va croître au fil du temps de la vie de la société. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de sociétés, en particulier au départ dans l'e-commerce, où en fait vous êtes dans un business où the winner takes all.
C'est-à-dire que vous allez avoir un élu, vous allez avoir pas mal d'appelés, des gens qui vont se battre, et au bout du compte, vous allez avoir un seul élu. Et là, l'e-commerce est en particulier un point central là-dessus. Vous avez des gens qui, à un moment donné, vont commencer à se concurrencer uniquement au niveau des prix. Alors c'est ce qui s'est passé au niveau de l'e-commerce Amazon. Aujourd'hui, bon, ils n'ont pas vraiment de vrais concurrents, en tout cas dans le monde, dans l'Ouest. En Chine, c'est bien différent. Mais en Chine, par exemple, vous avez eu pas mal de boîtes type Amazon qui se sont créées et assez récemment, et qui, avec des sommes colossales, et dont la capacité à se concurrencer se faisait uniquement à travers les prix. Et donc, vous aviez de plus en plus de sociétés qui travaillaient à perte. Donc, si l'un de vos points cruciaux au niveau du business model, c'est le prix, ça peut être très dangereux. Donc, c'est ce qu'on évalue également dans le business model. Ensuite, le dernier critère important, c'est le timing. Quand vous évaluez votre idée, ou quand vous évaluez une idée de société, d'une start-up que vous souhaitez rejoindre, c'est savoir à quel niveau elle est. Est-ce qu'on est au... Vous voyez, quand par exemple Airbnb s'est créé, juste après que Airbnb ait pris un certain élan médiatique, il y a eu plein de sociétés qui se sont créées dans ce sillage et qui ont levé d'ailleurs plein d'argent de la part de capital risqueurs. Alors, les quelques sociétés au départ qui se sont créées dans le sillage d'Airbnb pouvaient lever pas mal d'argent et pouvaient embaucher et pouvaient avoir un avenir en termes de développement. Mais à un moment donné, c'est trop tard. Donc, il ne faut pas arriver trop tôt, il ne faut pas arriver non plus trop tard. Alors, comment on évalue ce timing? On évalue le premier critère, on évalue de savoir si l'idée ou la société qu'on est sur le point de rejoindre ou dans laquelle on est en train d'investir, est-ce que c'est la première? Ou est-ce que c'est la première à être le plus visible là-dessus? Ce n'est pas forcément la première à avoir développé l'idée, mais c'est la première à, en tout cas, l'avoir mis en lumière. Quand vous prenez un exemple dans un passé assez lointain déjà, mais quand vous prenez Macintosh, Apple, Steve Jobs n'a pas créé le système de fenêtres. Steve Jobs est allé une fois visiter les laboratoires de Rank Xerox. Il a vu le système de fenêtres, il a vu que ces gens-là ne faisaient absolument rien, et il a copié ça de A à Z. Voilà. C'est pas polémique ce que je vous dis, c'est juste que parfois il y a pas mal de gens qui l'ont oublié ou qui l'ont jamais su. Et il y a d'ailleurs une très bonne série américaine qui s'appelle Pirates of Silicon Valley qui explique ça très bien. Donc là, si vous préférez, effectivement, Apple était le pionnier là-dessus, mais ce n'était pas le premier. Donc ça, c'est un élément pour évaluer le timing. Le deuxième élément, c'est de voir un petit peu, c'est ce que j'expliquais avec Airbnb, les différentes levées de capitaux pour des sociétés similaires. Et le troisième élément, c'est la forme de la vague. Est-ce qu'effectivement, on est au début de cette idée ou est-ce que l'idée est déjà surannée? Vous voyez là, avec ce qui vient de se passer sur WhatsApp, je pense que moi, ce que je vois circuler en tant qu'angel investor, pas mal de propositions et business plans, il y a plein de gens qui veulent faire un nouvel WhatsApp ou un nouveau WeChat, qui est le concurrent chinois de WhatsApp, qui est plus gros d'ailleurs que WhatsApp, mais qui appartient à une société chinoise qui s'appelle Tencent, qui est la troisième plus grosse market cap dans l'Internet business, après Amazon et Google. Voilà, donc ça, effectivement, pour le timing, c'est important d'évaluer où se situe votre idée. Est-ce que votre idée, on est au tout début de ce type d'idée, ou, par exemple, si vous prenez... si on reprend les exemples de Snapchat. Pour moi, Snapchat et Bitcoin, c'est le même type de segment, c'est-à-dire récupérer l'anonymat sur Internet. Dans le cas, c'est l'anonymat de l'argent, effectivement, pour pouvoir faire, pour avoir les mêmes avantages qu'on a avec l'argent liquide, c'est-à-dire être intraçable, sans vouloir faire forcément des choses illicites, mais juste pour avoir une certaine liberté et pas avoir Big Brother en permanence au-dessus de soi. Et pour Snapchat, le but est à peu près le même.
Donc là, si on évalue cette vague, en fait, on est vraiment au tout début de cette tendance où l'utilisateur, après avoir fait confiance pendant très longtemps aux grandes marques type Facebook et autres Google, est en train de se dire, ces gens-là gagnent un pognon monstrueux avec mes données. Souvent, en plus, ils me facturent des services. Et au-delà de ça, je ne sais pas ce qu'ils font avec ces données. Enfin, je comprends que, quoi qu'ils en disent, ils peuvent participer. Ça peut être en fait des super renseignements généraux bis. Et donc, les gens, de plus en plus, veulent récupérer du contrôle là-dessus. Donc, c'est une nouvelle tendance qui est illustrée par des boîtes travaillant autour de bitcoins ou par des boîtes comme Snapchat. Et donc là, on est au tout départ. Et là, il y a un potentiel de croissance extraordinaire. Voilà, c'est tout pour cette méthode. Exactement. Parce que, attention, oui, mais c'est pas forcément bon. Je veux dire, c'est un peu alors, pardon, je vais répéter la question parce que pour les gens. Non, pas forcément. Alors, la question, c'est de savoir, c'est que si on est vraiment premier, si on est tout premier sur le marché, donc effectivement, on peut se pondérer d'avoir un 10 sur 10 au niveau du pionnier, mais sur le reste, Similar Capital Funding et Shape of the Bigger Wave, on ne sait pas. Donc, en tout cas, sur Similar Capital Funding, on sait plus ou moins, on sait, c'est 0. Shape of a Bigger Wave, ça peut être 10 aussi, parce qu'effectivement, on peut être sur un... Donc là, c'est plus subjectif, effectivement. Oui, mais moi, ça reste représentatif encore, parce que moi, ce que j'expliquais là-dessus, c'est que être le premier, c'est pas forcément être le mieux. Vous voyez, c'est un peu l'adage populaire français, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. C'est exactement. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul, mais que ça intéresse absolument pas le marché et aucun capital risqueur, ça veut dire qu'en plus, vous n'allez pas pouvoir lever d'argent. Alors, si vous n'en avez pas besoin, pourquoi pas? L'idéal, c'est de ne pas avoir besoin de capital risque. Et ça existe, et c'est possible, et c'est ce qu'il faut faire, idéalement. Donc, là, peut-être que vous avez trouvé une niche de marché ou un projet qui... On reprend par exemple l'exemple d'Instagram. Instagram, il a vu qu'au tout départ, c'était ça Instagram, au tout départ, c'est pas ce que c'est devenu après, mais il a vu qu'on pouvait pas... Twitter ne permettait pas le partage de photos. Instagram a permis au tout départ le partage de photos sur Twitter. Donc il y avait un problème c'est d'ailleurs assez aberrant que Twitter n'ait pas prévu ça au tout départ dans sa plateforme. Et donc Instagram a profité de ça et ensuite a pu croître de façon incroyable sans capital risque et sans équipe. Donc c'était les pionniers là-dessus. Mais c'était très difficile effectivement d'évaluer le reste. Donc effectivement, on est un peu dans le flou. C'est très dur d'être le premier. Alors, ça veut dire qu'on peut obtenir... Alors, le commentaire, c'est on peut obtenir plus de capitaux si on surfe sur une tendance existante plutôt que la créer. Bien sûr, c'est très dur d'être le premier, c'est très dur d'être... Je veux dire, il faut essayer d'être dans les premiers et de terminer premier. Mais si on veut gagner beaucoup d'argent, si on veut être Galilée ou Copernic, appartenir au livre d'histoire, en risquant une vie assez dangereuse dans leur cas, et en tout cas misérable, là on peut être premier, mais donc après on peut être un héros dans l'histoire, si l'histoire se rappelle de nous, mais on ne sera pas riche. De toute façon, on est toujours... ce qu'on me disait, c'est qu'il est préférable de prendre quelque chose qui existe et de l'améliorer. De toute façon, dans notre industrie,
c'est assez dur. Moi, je ne crois pas tellement ce qu'on appelle le disruptive. Je pense que c'est un beau mot de journaliste, mais ça ne veut rien dire. On ne peut pas créer à partir de rien. Vous voyez, c'est ce qui s'est. Je prenais l'exemple d'Apple parce qu'effectivement, on a toujours crédité Steve Jobs d'avoir créé le système de fenêtre. Mais ce système de fenêtre existait, sauf qu'il n'était pas du tout exploité à la base. Donc c'est un peu pareil sur Google. Google, avant qu'il y ait Google, il y avait Inktomi avec Yahoo. Donc il y avait des moteurs de recherche qui étaient peut-être un peu moins efficaces, effectivement, qui n'avaient pas la même philosophie de recherche, mais ça existait. Donc je ne crois pas qu'on crée à partir de rien. Et de toute façon, on peut pas, si on ne surfe pas sur des tendances, on ne peut pas vraiment gagner de l'argent. C'est pas faisable. Très difficile. Alors, comment je jugerais Snapchat aujourd'hui au niveau du business model? Très difficile parce qu'effectivement, aujourd'hui, sur Snapchat, le business model, à part les millions d'utilisateurs, alors, bien sûr, il y a un modèle qui est lié indirectement à la publicité. Il y a un modèle big data. Il y a un modèle big data parce qu'on sait exactement, même si on a la possibilité de contrôler ces photos, on connaît les profils des utilisateurs, on sait plus ou moins ce qu'ils font. Donc il y a essentiellement un business lié autour du big data et un peu de publicité. Oui, après alors ils sont, comme je disais tout à l'heure que Snapchat arrivait à la rescousse de l'anonymat sur Internet. Et effectivement, ils sont aussi à la recherche de données. C'est le commentaire qu'on m'a fait. Évidemment, tout ça, c'est un concept marketing. Vous êtes des développeurs. Vous savez que de toute façon, quels que soient pratiquement les gestes qu'on peut faire en ligne, la sécurité, c'est la sécurité humaine, elle est relative. On peut créer un certain anonymat, mais bon, un anonymat absolu, quand on est en ligne, c'est très difficile de toute façon. Donc effectivement, c'est un positionnement plus marketing que réel. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des points qui sont éliminatoires sur un projet? Non. Dans l'absolu, non. Dans l'absolu, non. Bon, si vous le voulez bien, je passe au reste. On peut revenir après sur des questions si le cœur vous en dit. Donc, moi ce dont j'aimerais vous parler, c'est que... Alors, pour rentrer plus spécifiquement dans l'aspect développement de produits, ça, c'est les recommandations que je fais généralement lorsqu'on organise un hackathon développeur. C'est les premières recommandations que je fais aux développeurs qui y participent au départ. Et qui sont en fait applicables, qui sont des considérations générales, qui sont applicables au développement de n'importe quel type de produit. Parce qu'à la base de n'importe quelle société, il y a évidemment le développement d'un produit, c'est le cœur. Donc, quand vous développez un produit, c'est important d'avoir en tête que la première chose qu'il faut faire, vraiment au-delà de tout, c'est d'avoir du style. Et quand je dis du style, c'est pas de faire quelque chose qui soit fancy, sophistiqué. C'est tout le contraire. Et je cite généralement Aristote qui dit que la première qualité du style, c'est la clarté. Il y a beaucoup de produits qui échouent parce qu'on ne comprend pas leur proposition. C'est pas clair, on ne comprend pas. Et si vous espérez que votre client investisse du temps pour comprendre votre proposition ou votre produit, ça ne va pas se produire. Donc ça, c'est vraiment le critère de base. Et c'est un critère, évidemment, qui est applicable à différents niveaux, y compris sur le développement d'un produit ou d'un prototype de produit sur un hackathon de quelques heures, de 2 jours. La deuxième chose, c'est de faire simple.
c'est très différent avec le concept de clarté. Alors, là, je cite Picasso qui dit que l'art, c'est l'élimination de ce qui n'est pas nécessaire. Effectivement, vous pouvez très bien avoir une vision pour votre produit et dire ouais, on pourrait faire ça, on pourrait avoir telle caractéristique, mais au départ, il est important de faire un produit qui soit le plus simple possible, qui réponde à un besoin clairement identifié. Et alors, c'est pas parce qu'on a un produit avec des fonctionnalités qui sont simples que forcément, il va être clairement exprimé. La troisième chose, c'est que bon, très bien, vous pouvez faire un produit qui soit clair, qui soit simplement exprimé, mais si vous avez une vision de produit qui va être plutôt révolutionnaire, il ne faut pas se brider dans son ambition. Il ne faut pas hésiter à avancer. Et là, je cite généralement Michel-Ange, j'aime beaucoup cette citation qui est applicable, qui est un peu la citation, à mon avis, de l'entrepreneur, qui dit « J'ai vu l'ange dans le marbre et j'ai creusé jusqu'à le libérer. » Voilà, donc si lors d'un hackathon, celui de développeur par exemple, vous avez vraiment ce type de vision, bon, ne vous bridez pas, allez jusqu'au bout. Sachant que le quatrième point, c'est que il faut finir à temps, que ce soit lors d'un hackathon ou lorsqu'on est dans une société. C'est-à-dire, le mieux est l'ennemi du bien. Comme disait Voltaire, le mieux est l'ennemi du bien. Si vous cherchez à chaque fois à avoir le meilleur produit possible, vous n'allez jamais le lancer sur le marché. Il y en aura d'autres qui auront sorti un produit beaucoup plus nul que le vôtre, mais qui commencera à avoir une certaine traction, à récupérer des clients, et ensuite il y aura une version bêta, une version alpha. C'est un peu d'ailleurs ce qui s'est passé à l'époque avec Microsoft et Apple. Donc là par contre Bill Gates a récupéré le système de fenêtres de Apple, a sorti une première version de Windows qui était bien entendu et pendant des années bien moins bonne que celle de Macintosh, mais qui a été de l'avant et qui finalement a gagné la guerre. Et ensuite, Apple a pu renaître grâce au capital aux 150 millions de dollars investis par Bill Gates dans Apple et par aussi le fait que Bill Gates a imposé Steve Jobs à la direction d'Apple à nouveau. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. Ok, alors, comme je vous disais, le 15, le 16 et le 17, le premier pas, c'est vous avez la possibilité de vous joindre au hackathon de développeurs. Donc, 15 et 16, c'est à Télécom Paris Tech, à Paris. Alors, c'est un hackathon qui n'est pas classique au niveau du recrutement, mais qui est classique après dans sa constitution. Il y a différents challenges qui sont proposés par nos partenaires, mais on laisse aussi les équipes se constituer toutes seules et aussi faire ce qu'elles veulent. Donc, vous pouvez être sensible ou pas aux challenges proposés par nos partenaires et vous pouvez développer ce qui vous intéresse. À la suite, donc les développements se font jusqu'à 17h jusqu'à 17h le lendemain, donc le 16 mars. Et là, à 17h, on arrête tout et chaque équipe a 2 minutes pour pitcher le produit qu'ils ont développé ou l'application qu'ils ont développée. Et il y a différentes personnes dans le jury, dont Gilles Babinet, je ne sais pas s'il est arrivé, qui évalueront ces applications. Alors, pour les gagnants, enfin, la plupart des développeurs qui ont participé sont invités le lendemain à la résidence de l'ambassadeur du UK, qui est un endroit fantastique à Paris, à côté de l'Élysée, qui est un des seuls châteaux dans Paris intramuros, qui souhaite ses 200 ans comme ambassade, à une réception pour recevoir à la fois leur prix et pour participer à la réception avec Fleur Pellerin, Pascal Nègre et Sir Michael Rake et d'autres personnes.
Voilà, donc ça va être un super événement et une grosse visibilité en termes médiatiques pour votre application, parce qu'au-delà de recevoir un prix, on présentera rapidement les quelques démos qui auront gagné le concours développeur. Alors, si vous voulez plus d'informations, moi je suis évidemment disponible pour vous. Il y a pas mal d'informations aussi en ligne. Il y a aussi Pacom, donc Pacom qui travaille avec nous là-dessus, à qui vous pouvez poser vos questions et déposer vos candidatures. Alors, on est en pleine finalisation de recrutement des développeurs pour cet événement. Donc, si vous souhaitez y participer, il faut pas trop traîner. Voilà. Oui, j'en ai un paquet. J'ai une très grande liste depuis 2011, mais je ne voudrais pas vous dire trop de bêtises. J'ai plus les secteurs en tête, mais je peux vous remettre une liste si ça vous intéresse. Pardon ? D'accord. Alors, la liste des challenges proposés. D'accord. Donc, il y a deux types de possibilités. Certains de nos partenaires proposent des challenges. Là-dessus, je ne sais pas encore les challenges qui seront proposés, parce que les partenaires sont très différents. Il y a Eurostar, il y a BT, il y a Euratechnologie, Universal. Chacun a des challenges et je ne suis pas forcément rentré, moi, personnellement, dans ce qu'ils souhaitent faire. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'utiliser leur challenge. Vous pouvez faire votre propre application. Nous, on n'impose absolument rien. Et c'est très clair également avec nos partenaires. Pour moi, il y a une entière liberté là-dessus. D'ailleurs, dans la façon dont nous recrutons, on pose différentes questions. La première question, c'est d'où vous venez, quel est votre background, en gros, quelle université. La deuxième, c'est quels sont les environnements software avec lesquels vous vous sentez confortable. Le troisième, c'est qu'est-ce que vous avez déjà développé dans le passé. La quatrième question, c'est qu'est-ce que vous souhaiteriez développer chez nous. Si vous avez il n'y a aucune réponse éliminatoire là-dessus, c'est juste pour se faire une idée. Et la cinquième, c'est est-ce que vous venez en équipe ou pas. Voilà. Alors je suppose qu'effectivement pour vous qui devez faire pas mal de projets en équipe, vous avez souvent déjà des équipes plus ou moins formées. Je pense que c'est un gros atout aussi sur un hackathon aussi court. Et voilà. Ah, est-ce qu'il faut pitcher en anglais ou en français? Alors il faudrait pitcher en anglais. Voilà. Bon, il faut commencer un jour de toute façon. Il faut commencer un jour. Voilà. Il n'y a pas de... Quelles sont les technologies qu'il faut maîtriser? On n'a pas d'exigence là-dessus. Exactement. C'est une application qu'il faut sortir. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un price pool particulier en dehors de la médiatisation? Il y a un price pool en fonction de certains de nos sponsors qui n'ont pas forcément encore révélé. Mais là, le price pool est clairement la médiatisation. C'est-à-dire que si vous venez pour gagner un ordinateur ou un téléphone additionnel, etc., ça n'a pas un grand intérêt. Par contre, si vous venez pour rencontrer Fleur Pellerin, pour rencontrer Pascal Nègre, pour rencontrer le patron de BT, Sir Rake, et pour répondre aux journalistes qui seront là et qui seront estomaqués par la super application que vous aurez créée, là, ça vaut le coup. Voilà. Donc, nous, très clairement, le genre de profil qu'on recherche là-dessus et qu'on veut mettre en évidence, ce sont vraiment des développeurs, des développeurs avec une mentalité d'entrepreneur. Et j'ai bien compris que c'était le cas de la plupart d'entre vous ici. Alors, ça ne veut pas dire que forcément la plupart d'entre vous développeront Instagram sur le hackathon, mais en tout cas,
il y aura pas mal de capital risqueur au-delà de la médiatisation, et ça permet de vraiment de mettre un premier pas dans ce monde qui est un peu différent du monde académique. Alors, est-ce que je compte renouveler l'événement tous les ans? Oui, au moins tous les ans. Est-ce que ce sera toujours à Paris? Bah, peut-être que oui, peut-être que non. Enfin, peut-être en partie. Voilà. Ça s'appelle Développeur Europe, c'est pas Développeur Paris. Moi, j'avais la possibilité de faire ça à Londres, à Berlin ou à Barcelone. J'ai choisi Paris pour différentes bonnes et mauvaises raisons. Et mais je suis ravi. Je vous dirais que une des raisons qui m'a incité, c'est que, par exemple, ce qu'on fait en Asie, on a beaucoup de développeurs français, parce qu'il y a beaucoup d'échanges d'étudiants avec des écoles françaises, notamment Epitech, avec Chiatong University. Je crois qu'il y a une centaine d'étudiants d'Epitech. Et donc, on a beaucoup d'étudiants français qui candidatent à développeurs Asia, donc à Pékin. Et la qualité des développements par rapport aux autres, parce que c'est vraiment international, il y a beaucoup d'Américains, d'Anglais, évidemment des Chinois et autres personnes du continent asiatique. Et la qualité de ce qu'on peut obtenir de développeurs français est vraiment au-delà de tout. Vraiment. Hein. Alors, c'est pas. Je crois que vous avez compris, je ne fais pas du cocorico primaire. Moi, je suis très lié à la France, mais j'ai quasiment jamais travaillé ici. Voilà, quand j'étais plus jeune, je voulais vivre et travailler dans le monde, et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est vrai qu'on a vraiment un vrai savoir-faire. Donc, c'était une des raisons pour lesquelles aussi je voulais créer cette opération en Europe. Parce que ce qui fait la qualité d'un développeur, c'est la qualité des produits que vous êtes capable de faire émerger en quelques heures. Et je sais que les résultats peuvent être bluffants. Quand je discute avec des patrons de grosses boîtes françaises ou autres, ils ont peine à comprendre et à croire ce qu'on peut faire assez rapidement. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle... Alors, je sais pas si on sera l'année prochaine à Paris, mais on sera évidemment en Europe, oui. Alors, quel est le meilleur cadre pour créer une entreprise? Est-ce qu'il faut rester en France ou partir à l'étranger? Non, moi je crois que, moi comme je vous ai dit, ma motivation pour partir à l'étranger, c'était que je voulais vivre et travailler dans le monde, je voulais apprendre des langues, c'est ce que je voulais faire. Donc, je pense qu'il faut être motivé là-dessus. C'est-à-dire, il ne faut pas partir par dépit. Moi, je n'avais pas eu le temps d'avoir du dépit. Je suis parti jeune, donc je n'avais pas eu le temps d'avoir de dépit. Bon, ceci étant dit, je pense qu'il ne faut pas regarder la télévision, il ne faut pas regarder surtout les journaux télévisés, il ne faut pas lire les journaux. Voilà, c'est ce que je pense, si on veut créer sa boîte, il ne faut pas, et surtout français. Il ne faut pas, parce qu'il faut avoir le moral. Il faut avoir le moral, ou en tout cas, il faut avoir l'illusion, il faut être optimiste. Parce que c'est très dur de créer sa boîte, que ce soit en France ou ailleurs. Donc, il faut... après, en France, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'aide, de support pour les entrepreneurs. Donc, je pense que c'est très positif. Après, je ne suis pas sûr que si on réussit très bien et qu'on devient riche, je ne suis pas sûr que ce soit très bien vu. Et ça, c'est un autre problème. Ok, alors la question c'est, est-ce que c'est difficile d'obtenir des stages en Asie et est-ce que je peux éventuellement aider là-dessus? Alors bon, sur l'Asie, bon d'abord l'Asie, vous voyez, c'est grand et surtout c'est non et surtout c'est varié, c'est très varié. Comme la Chine, quand on dit la Chine, vous voyez, en Chine il y a plein c'est comme s'il y avait plein de pays différents dans un même pays. Donc, c'est où vous souhaiteriez aller? Ouais.
Ouais, c'est très différent. Bah, sur la Chine, moi je passe beaucoup de temps en Chine, donc avec China City, effectivement, il y a une certaine recherche. Après, il y a la barrière un peu de la langue, euh, mais ça se fait quand il faut regarder les entreprises qui sont sur place. Euh, non, moi je dirais directement les entreprises. Voilà. Ah, mais n'hésitez pas, si vous avez un CV, n'hésitez pas, vous le faites passer à Pacom. Et si je peux vous aider là-dessus, il n'y a aucun problème. Pareil chinois? Bon. Ouais. Oui, oui. Alors, vous êtes déjà. Alors, si on est inscrit à développeur, est-ce qu'on peut inviter d'autres gens? Oui. Enfin, il faut s'inscrire. L'inscription est individuelle, mais il faut le faire très rapidement parce que nous, on est sur le point de fermer les inscriptions. Donc, si vous avez d'autres personnes dans votre équipe qui souhaitent participer, au contraire, c'est mieux parce que moi, je préfère que ce soit. Enfin, encore une fois, il n'y a pas de point éliminatoire, mais moi, je préfère que ce soit des équipes qui postulent parce que ces équipes, généralement, elles ont l'habitude de travailler ensemble et ça garantit des meilleurs résultats au bout. Voilà. Non, ben c'est pas. Alors, s'il y a un graphiste, est-ce qu'un graphiste peut postuler dans l'équipe? Évidemment, parce qu'au bout du compte, au niveau du pitch, bon, la plupart des pitchs se passent pas très bien. Donc, ça se passe pas très bien pour la simple et bonne raison que la plupart des gens travaillent très dur, ne dorment pas et ont vraiment du mal à parler. Alors, les décisions, pour moi, elles ne sont pas faites sur les pitchs parce que moi, je passe mon temps avec toutes les équipes pendant les 2 jours. Donc, mon opinion, elle est plus ou moins faite déjà avant. Mais par contre, au niveau de la décision du produit, une interface graphique simple, claire, c'est évidemment extrêmement important pour convaincre. Donc oui, graphistes peuvent participer et postuler dans des équipes. Oui. Oui. Alors, la question c'est est-ce que les grandes entreprises exploitent les pauvres petits étudiants, les faisant travailler pour 3 fois rien? Alors, bon, d'une part, nous c'est pas ce qu'on fait parce que nous, on vous met sur la sellette. Donc nous, si vous avez fait quelque chose qui tient vraiment la route, ben, on va vous mettre en évidence. Voilà, vous allez récupérer tous les fruits personnels, je dirais, en termes médiatiques et en termes de prestige. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, et j'insiste là-dessus, vous êtes propriétaire de tous vos développements. C'est entièrement à vous. Donc si vous avez développé le futur Snapchat et que vous ne voulez pas le partager avec moi ou avec d'autres personnes, c'est mal, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai répondu à votre question? Alors, qu'est-ce qu'on cherche à mettre en évidence? Des compétences ou des idées? Et parmi les entreprises et nos partenaires, qu'est-ce qu'elles recherchent? Plutôt des idées ou des compétences? C'est la question. Ça dépend des partenaires. Par contre, moi, personnellement, en tant qu'organisateur de l'événement, sur les personnes que je souhaite mettre en évidence, c'est les créateurs d'idées, les créateurs d'applications. C'est pas quelqu'un qui est un super pro de tel ou tel outil informatique. Moi, personnellement, c'est pas ça qu'on cherche à distinguer ensuite sur scène.
parce qu'en plus, c'est pas du tout spectaculaire. Donc nous, on cherche à ce que des équipes créent de très belles applications, avec très belles, vous avez compris ce que j'entends par très belle, c'est-à-dire à la fois claire, simple et éventuellement audacieuse. Mais à la limite, si c'est juste clair, simple, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien dans le temps imparti. Qu'on puisse ensuite distinguer et mettre en évidence d'un point de vue médiatique lors de la remise des prix. Alors, est-ce que le but, c'est de montrer une belle présentation ou un produit qui tourne? Il faut que ce soit un produit qui tourne, même si c'est un produit où le back-end est déficient, où effectivement il n'y a qu'une interface, on voit bien, il n'y a que quelques heures. Donc, mais ce n'est pas une présentation PowerPoint. C'est pas une présentation PowerPoint. Mais l'idée, c'est de faire une démo produit, même si tous les éléments derrière ne sont pas forcément encore en place, mais qu'on comprenne l'idée, qu'on voit l'intérêt. Alors, il y aura à peu près 70-80 participants. Voilà. Participants. Sachant que les équipes, c'est assez variable. Encore une fois, nous, on n'intervient pas, enfin, on n'est pas, je veux dire, on n'impose pas de règles là-dessus. Les équipes, nous, en moyenne, c'est entre 3 et 6 personnes. À 20, je ne sais pas si vous pouvez faire grand-chose à 20. Non, mais généralement, c'est entre 3 et 6 personnes. Ouais, on s'arrête à 6 personnes, c'est ce qui est raisonnable. Ouais. S'il y a un groupe qui débarque à 20, nous, on débarque à 40 et on les met dehors. D'autres questions? Non? Ok, bah écoutez, merci infiniment pour votre attention et à bientôt, j'espère.